Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à faire reconnaître les pathologies résultant du burn-out comme maladie professionnelle. Ce faisant, il faut noter qu'elle contourne une des difficultés principales et un élément essentiel, cela a été dit, c'est bien de définir ce qu'est l'épuisement professionnel. Car en la matière, s'il y a bien un élément qui fait l'unanimité, c'est bien la difficulté qu'il y a quand il faut cerner, définir, délimiter les contours de l'épuisement professionnel. Le burn-out est une multitude d'éléments venant déclencher ou accentuer des pathologies. Vous avez identifié dans votre proposition de loi la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique. Mais cette liste est loin d'être exhaustive et on ne peut pas oublier les troubles alimentaires, physiques, comportementaux ou encore motivationnels qui peuvent être caractéristiques d'un burn-out. Cette liste est donc malheureusement bien plus longue et cela souligne une des premières carences de cette proposition de loi. S'il n'y a pas de maladie psychique inscrite au tableau des maladies professionnelles aujourd'hui, c'est bien parce qu'il est hasardeux de chercher une quelconque automaticité qui viendrait objectiver ces pathologies. D'où l'importance de l'approche casuistique utilisée aujourd'hui par la procédure de reconnaissance complémentaire, laquelle est mieux à même de garantir également la sécurité juridique, tant pour l'employeur que pour le salarié malade. Et si j'aborde la question de la sécurité juridique, c'est aussi pour apporter une autre perspective que celle qui a été apportée précédemment, car nous disposons aujourd'hui dans notre droit d'un certain nombre d'éléments de protection des salariés, mais surtout de sanctions des employeurs dont le comportement fautif peut conduire à une situation de burn-out. Des éléments que j'ai pu vérifier dans ma pratique professionnelle. Je me souviens notamment d'une jeune consultante qui avait des missions, qui allaient bien au-delà de ce qu'elle était en mesure d'absorber, tant physiquement que psychologiquement, et qui avait un tel niveau d'accumulation de stress, d'anxiété, qu'elle a finalement démissionné du jour au lendemain, sans préavis, envoyant un email aux milliers de salariés de sa société à la Défense. C'était une situation de burn-out. Bien évidemment, dans des cas pareils, le Conseil des prud'hommes requalifie cette démission en prise d'acte de rupture au tort exclusif de l'employeur et indemnise la victime qui a donc reçu plus d'1 an et demi de salaire d'indemnisation. Une indemnisation qui lui permet de se reconstruire sereinement et de retourner sur le marché du travail. Je me souviens également d'une autre cliente dont l'intitulé de poste ne correspondait pas à la réalité de ses missions, si bien qu'elle subissait une absence de reconnaissance professionnelle, mais aussi des changements fréquents d'équipe, de management, baladée d'un service à un autre, parfois en hyperactivité, d'autres fois mise au placard. Cela a duré des années jusqu'à ce que cette femme fasse une dépression, qu'elle soit mise en incapacité totale et licenciée en tant que telle. Là encore, notre droit est là pour rappeler que lorsqu'une rupture intervient à la suite d'un burn-out, la faute repose sur l'employeur, lequel a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de son salarié. Et il doit donc indemniser le salarié. Dans ce cas d'espèce encore, 18 mois d'indemnisation. Mais il y a des situations aussi plus complexes. Je pense notamment à cet homme surengagé qui mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il faisait et qui, lors d'une même année, est devenu à la fois père et a eu une promotion professionnelle. Un trop-plein de responsabilités, d'engagement, de stress, une dépression qu'il vit encore aujourd'hui, alors qu'il est arrêté pour cause de burn-out. Est-ce qu'on peut objectiver ici son cas? Est-ce qu'on peut se référer au tableau que vous proposez dans cette proposition de loi? Est-ce que ce burn-out résulte d'une faute de l'employeur, de la vie associative, de ce nouveau-né? L'approche casuistique de la procédure de reconnaissance complémentaire est bien la plus adaptée pour aborder ces pathologies psychiques. Et ce d'autant plus lorsqu'on regarde en détail, ce que je ne ferai pas ici, mais la liste des comportements et des travaux que vous énumérez dans cette proposition de loi. Je soulèverai juste que lorsque l'on fait référence au harcèlement moral, le harcèlement moral n'est pas un élément qui provoque le burn-out et peut être considéré comme un élément concourant à la maladie professionnelle. Le harcèlement moral, c'est un comportement fautif, autonome, qui doit être sanctionné fermement en tant que tel. Et c'est un élément important à rappeler. Je ne dirais pas non plus que notre droit est parfait en la matière et nous avons rappelé qu'un rapport sera remis en avril
pour mieux appréhender les situations de harcèlement, d'épuisement professionnel. Et enfin, et cela a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, nous aurons bientôt à nous prononcer sur un élément important de transformation de notre modèle social, l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires. Je pense que c'est un élément aussi important de protection de ceux qui subissent un burn-out, leur permettre de partir avant d'atteindre ce point de non-retour, tout en sachant que l'État leur garantit un filet de sécurité pour mieux se reconstruire et rebondir.